Bienvenue, welcome et willkommen chez Almendra. Il y a quelque temps, j'ai écouté un discours du professeur Dr Karim Ferradouni et après, je ne suis pas simplement rentrée chez moi, j'ai continué à réfléchir. Karim Ferradouni est professeur de didactique des sciences sociales à l'Université de la Rua. Il a conseillé le gouvernement fédéral sur la lutte contre l'extrémisme de droite et le racisme. Il a travaillé sur les questions d'hostilité envers l'islam au ministère de l'Intérieur. Il a accompagné le ministère de l'Éducation dans le cadre du plan d'action national pour l'intégration en Allemagne. Dans son discours, il n'a pas seulement défini le racisme, il l'a rendu visible. Et je me suis demandé, le racisme a-t-il réellement augmenté ces dernières années ou est-il simplement devenu plus visible? Peut-on même imaginer une société sans racisme? Et qu'est-ce qu'il faut maintenant, individuellement, institutionnellement et politiquement? C'est ce dont je parle aujourd'hui avec lui. Cette conversation a été enregistrée en allemand et traduite par Donia François. Merci beaucoup, Donia. Karim, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. J'ai déjà entendu plusieurs de tes conférences dans le cadre de mon travail. Quand je modérais quelque part, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Et ce qui m'a toujours marqué dans tes propos, c'est que tu commences souvent, assez tôt, par dire que nous avons tous été socialisés dans le racisme. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est d'abord déstabilisant. Parce que beaucoup de gens, ils ont d'abord ce moment où ils se disent « Mais pas moi, je ne suis pas raciste ». Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Ja, erstmal Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch. Oui, d'abord, merci Wenn de ich m'avoir invité. sage, wir Je sind suis alle ravie d'être là. rassistisch sozialisiert, Quand je dis que nous sommes tous socialisés dans le racisme, je veux dire que le racisme nous concerne tous. Mehrwert als andere Personen, indem Certains apprennent qu'ils ont plus de valeur que les autres parce qu'on leur enseigne cela en raison de leur couleur de peau, la langue, la religion, leur culture. Person und die anderen lernen Ils auraient plus de valeur que les autres. Et les autres, au contraire, apprennent qu'ils valent moins que les autres. Par exemple, lorsque certains de mes professeurs, pas tous, mais certains ont ri quand j'ai dit que je voulais passer le bac, là j'ai compris, a posteriori bien sûr, que le racisme avait façonné, nous avait façonné les uns et les autres dans cette situation. À savoir que ces profs qui s'étaient moqués de moi, eh bien, avaient intériorisé que ceux qui ressemblent à Ferradouni peuvent s'estimer heureux s'ils sortent de l'école primaire. Le bac serait presque ridicule, voire inutile pour eux. Et pour moi, ce que le racisme m'a appris dans cette situation, c'est que les gens sont surpris quand j'affiche mon souhait d'avoir un diplôme. Et c'est pourquoi je dis qu'il existe bien sûr une différence dans les expériences du racisme, dans les désavantages que l'on subit à cause du racisme. Certaines personnes doivent craindre pour leur vie, certains sont systématiquement exclus de secteurs importants de la société, logement, travail, éducation, marché. Mais je pense néanmoins que les Allemands blancs subissent eux aussi des désavantages liés au racisme. Par exemple, lorsqu'ils ont peur de moi sans même me connaître, ou qu'ils se sentent mal à l'aise en ma présence, ou sont sceptiques quant à mes connaissances. Et c'est pourquoi je dis que le racisme nous conditionne tous, peut-être d'une manière qualitativement différente, mais je pense que tout le monde devrait se pencher sur la question du racisme. Et si tu dis que tout le monde apprend, dirais-tu que les enseignants dont tu viens de parler, dans ton souvenir, ont vraiment appris quelque chose? Ont-ils changé d'avis? Est-ce qu'ils savent où tu en es aujourd'hui? Est-ce qu'ils se disent maintenant, j'ai ri à l'époque et ce n'était pas bien? Pour certains d'entre eux, oui, mais pas tous. Car ce qui est sournois dans le racisme, c'est qu'il explique tout de manière très très simpliste. Donc, ceux qui se sont moqués de moi autrefois, et qui se disent maintenant, il est devenu professeur, pourraient très bien se dire, d'accord, mais c'est une exception. Je me suis peut-être trompé dans ce cas-là, mais la plupart des gens n'y arrivent pas. En d'autres termes, Karim, c'est une exception. Et cela a aussi une fonction utile pour ces personnes. Premièrement, elles n'ont pas besoin de se remettre en question, de réviser leurs propos. Et elles ne réfléchissent pas non plus aux désavantages structurels que certaines personnes subissent, par exemple en raison de leur prénom, de leur apparence, de leur genre, de leur identité sexuelle. Autrement dit, on ne change rien, car Karim n'était qu'une exception.
Mais si on affirme que ce n'est pas l'exception mais la règle, que des personnes ont vécu des expériences de discrimination mais s'en sortent malgré tout, ou que des personnes vivent des expériences de discrimination et échouent de ce fait dans le système éducatif allemand, alors les enseignants devraient se remettre en question ou remettre en question le système. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je pense effectivement que certains enseignants qui ne me faisaient pas vraiment confiance se remettent peut-être en question à ce sujet. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très concret, même pas besoin d'être hypothétique ici. J'ai donné une conférence, c'était il y a quelques années, j'étais déjà professeur d'université. C'était une conférence dans l'école où j'ai passé mon bac. Et mon institutrice primaire est venue à cette conférence. Et c'est elle qui m'avait donné une recommandation conditionnelle pour entrer dans une école technique, pas un collège. Je me souviens encore des mots qu'elle avait utilisés, ils me sont restés gravés en mémoire. Elle m'a dit, si tu fais des efforts, tu réussiras peut-être à entrer à l'école technique. Elle est venue à la conférence et elle m'a dit, Karim, je le savais, tu étais l'un de mes meilleurs élèves, je me suis toujours dit que tu y arriverais. J'ai un témoin, ma mère était là, elle a tout entendu. Et j'étais en colère contre cet instit. Je me suis dit, c'est pas vrai, elle ment. J'ai voulu lui dire, me disputer avec cette femme de 80 ans. Bon, c'est clair, je pense que les gens veulent avoir raison, le dernier mot. Et avec le recul, nous écrivons tous, moi y compris d'ailleurs, nous écrivons tous notre histoire d'une certaine façon, peut-être différente de ce qu'elle a été. Et puis nous y ajoutons des interprétations positives pour nous-mêmes, pour ne pas nous remettre en question. Et maintenant, tu viens de dire que les personnes qui ne sont pas touchées par le racisme vivent quand même des expériences liées au racisme, qu'elles souffrent elles aussi de ces sujets parce qu'elles perçoivent la société de manière limitée et réductrice. Et pourtant, le racisme persiste. Et nous avons été socialisés dans le racisme. Ce qui veut dire qu'il y a des fonctions à ce système, des raisons pour lesquelles on les maintient. Et ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui en profitent réellement. Exactement. Il y a des gens qui tirent profit du racisme. Il s'agit de ces personnes blanches qui, par exemple, décrochent un emploi auquel moi je n'ai pas eu accès car je n'ai même pas été invitée à l'entretien à cause de mon nom. Il existe d'ailleurs de bonnes méthodes de test qui ont été utilisées, notamment dans le secteur de la santé, sur le marché de l'emploi, marché du logement, où tous les paramètres, donc paramètres personnels, le nom, non pardon, justement pas le nom, mais l'âge, les revenus, tous ces paramètres étaient identiques. Seul le nom différait. Et donc, il y a des personnes qui, par exemple, ont un nom à consonance allemande et qui sont invitées, tandis que Karim Ferraidoni ne l'est pas, sauf s'il précise qu'il est professeur. Là, la situation s'inverse en raison d'une autre structure d'inégalité, à savoir le classisme, c'est-à-dire la dévalorisation des personnes qui ont moins d'argent. Ce classisme va prévaloir sur le racisme. Le titre de professeur docteur est en quelque sorte un titre qui précède le prénom et le nom de famille, et donc ce titre éveille quelque chose chez les gens, et on m'invite plus souvent grâce à ce titre en quelque sorte. Mais donc c'est bien là le paradoxe du racisme, à savoir que les personnes qui détiennent le pouvoir dans notre société peuvent exclure d'autres personnes, et donc ils tirent parti de cette situation, mais d'autre part, ces mêmes personnes subissent aussi un désavantage, car elles ne voient pas l'individu, Karim Ferraidoni, avec ses forces et ses faiblesses, mais voient un stéréotype. Mon stéréotype, c'est l'homme musulman macho qui, par exemple, ne respecte pas les femmes. Donc j'aurais sans doute plus de mal avec les propriétaires femmes si je veux louer un appartement, parce qu'elles m'attribuent une certaine caractéristique que je n'ai peut-être pas du tout. Donc je crois que cette coexistence entre le fait de tirer un certain avantage, d'être apparemment privilégié, et d'en subir malgré tout les conséquences négatives, c'est ce qui rend si difficile de faire comprendre aux Allemands blancs que oui, le racisme a un impact sur leur vie aussi. Et en même temps, je pense que la seule façon d'expliquer aux personnes qui n'ont pas elles-mêmes vécu le racisme de façon primaire ou directe, donc de leur expliquer l'intérêt qu'elles ont à être critiques face au racisme, à s'opposer au racisme. Car je crois qu'on encourage plus facilement les gens à s'opposer au racisme en leur expliquant ce qu'ils ont à y gagner. Il ne s'agit pas de dire, oh, s'il vous plaît, soyez gentils avec les gens qui ont des noms bizarres. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois plutôt
qu'il faut dire à tout le monde, voici ce que tu gagnes si le racisme n'existe plus. Toi seul, tu en bénéficierais déjà. Exactement. Et maintenant, imaginons que je me retrouve au café chez ma tante, face à mon oncle, et que je veuille lui faire comprendre exactement ça, lui montrer que ça leur apporte quelque chose d'être contre le racisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là? Bon, pour commencer, je pense que ce contexte-là est vraiment très délicat. Quand tu es autour de la table avec ta tante, ton oncle, peut-être les cousins, cousines, tes parents, ça fait une dizaine, douzaine de personnes face à toi et tu es la seule à aborder ce vilain mot en R, le racisme. Là, je dirais que le plus souvent, c'est voué à l'échec. Car au bout de 5 minutes à peine, tu auras 10 personnes contre toi qui te diront qu'il n'y a pas de racisme, que tu exagères, etc. Donc, si tu veux parler de racisme avec ta famille pour la première fois, je te conseille de le faire en tête-à-tête, pas à 10 contre 1. Parce que la dynamique, quand on commence à parler de racisme, si tu abordes le sujet avec ta famille pour la première fois, donc cette dynamique en Allemagne va souvent minimiser le racisme. Autrement dit, la dynamique, c'est de dire le racisme n'existe pas, ou bien bon, il existe, mais pas dans notre famille, personne ne vote pour l'AfD, le parti d'extrême droite. Le racisme, c'était autrefois, c'est du passé, ce ne sont que les extrémistes de droite, et toi, tu es trop sensible. Ce sont ces mécanismes de défense qui vont de toute façon se manifester quand tu parleras pour la première fois de racisme avec ta famille. C'est pourquoi je te conseille de le faire lors de discussions individuelles. Car souvent, quand on discute avec plusieurs personnes, au bout de quelques minutes, la discussion ne porte plus sur qui a les meilleurs arguments, sur ce que l'on peut apprendre de l'autre. Non, il s'agit de savoir qui est en train de perdre la face. Et s'il y a en plus une différence d'âge, ton oncle, par exemple, qui t'a appris à faire du vélo, et toi, tu veux maintenant le convaincre que le racisme existe, et non seulement que le racisme existe, mais qu'il doit changer, renoncer à une partie de ses connaissances. Par exemple, que ses livres préférés de l'Indien Apache Winnetou, des grands classiques allemands, contiennent des éléments racistes. Ce sont des informations fracassantes pour lui. Il y a Merle qui a 30 ans de moins que son oncle et qui a toujours admiré son oncle, beaucoup appris de lui, et soudainement, les rapports de force s'inversent. Et ton oncle se dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Juste parce qu'elle a un podcast, maintenant, elle sait tout sur tout. Et c'est justement là le problème. C'est pourquoi il faut des discussions en tête-à-tête. Et là, on peut vérifier où en est ton oncle, par exemple. S'il utilise encore certains mots négatifs, s'il se montre désobligeant envers certaines personnes, ou s'il n'y connaît tout simplement rien, mais qu'il est prêt à apprendre. Et là, alors, tu pourrais lui recommander des podcasts, des livres, des interviews. Tu pourrais même lui parler de ton propre parcours de compréhension du racisme. C'est ce que je fais aussi dans mes conférences d'ailleurs. Je ne suis pas le grand maître à penser, je commence aussi par ce qui s'est passé dans ma famille, ce qui se passe en termes de racisme dans ma famille. Et je le fais pour 2 raisons. Premièrement, pour que le public ne pense pas que je sais tout mieux que les autres, car ce n'est pas le cas. J'apprends moi aussi en permanence. Et deuxièmement, cela permet de créer un lien en faisant comprendre au public que, ah d'accord, donc le racisme joue aussi un rôle dans sa famille et l'échec fait partie intégrante de ce processus. Et je pense que cela pourrait être une façon plus efficace d'agir. Donc parler de toi, de ton parcours, de tes échecs et de ce que ton oncle peut faire concrètement et pourquoi il devrait le faire. Mais par contre, il faut éviter 6 semaines plus tard de demander à ton oncle, là, tu as bien lu le livre que je t'ai recommandé? Non, vraiment, le laisser tranquille, car quand on a assimilé une certaine normalité pendant 50 ans, on ne peut pas s'en débarrasser en 6 semaines. Et tu viens justement d'évoquer le livre classique de l'aventure en Allemagne, Winnetou. Tu as parlé de différentes formes de racisme et cette attitude défensive vient souvent du fait qu'on pense aux années 30, aux années 40 en Allemagne et qu'on dit « mais je ne suis pas comme ça ». Mais le racisme n'est pas uniforme. Et je sais que dans tes conférences, tu as différentes terminologies pour ça. Tu parles de racisme classique, de néo-racisme, je crois, de racisme culturel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Exactement. Le racisme biologiste classique part du principe qu'il existe différentes races.
Alors, comment les races sont-elles utilisées dans cette vision biologiste du racisme? Eh bien, à l'aide des couleurs de peau. Et les catégories de distinction les plus courantes sont les 4 couleurs de peau, blanche, jaune, rouge et noire, qui sont classées selon une hiérarchie. Ainsi, plus la couleur de ta peau est claire, plus tu es perçu comme beau, intelligent, démocrate, favorable aux femmes dans notre société. Et d'ailleurs, ça cadre mieux avec le paysage citadin, le fameux Stadtbild, comme nous venons de l'apprendre de notre chancelier fédéral. Et le fait d'être blanc ou la couleur de peau plus claire, ce n'est pas seulement une norme en Allemagne, c'est un idéal de beauté partout dans le monde. C'est pour cette raison que les produits de blanchiment de la peau se vendent très très bien en Afrique, par exemple. C'est aussi pour cette raison que dans notre famille, ma famille à moi, alors que je suis née en Iran, avoir la peau claire, les yeux verts ou bleus est considéré comme plus beau que mes yeux marrons. C'est ce que j'ai entendu dire dans ma famille, que mon père est blond et a les yeux bleus, par exemple. Ainsi, la valeur est attribuée, entre autres, en fonction de la couleur de la peau. Donc, c'est une façon biologiste de vivre le racisme. Plus la peau est claire, plus on est beau. Pourtant, il n'y a pas de race différente. Cela n'existait pas. Nous le savons grâce à de nombreuses recherches, par exemple, la déclaration de Iéna avec des biologistes de renom qui, en 2019 encore, expliquaient très brièvement, très correctement pourquoi, d'un point de vue génétique ou biologique, il n'existe pas de race humaine. Mais cette notion de race distincte nous a été inculquée, par exemple, déjà par la reine Isabelle Ier à la catholique au XVIe siècle qui parlait de race. Le racisme culturel, en revanche, ne repose pas sur une construction raciale. Il s'agit de la supériorité ou de l'infériorité, voire de l'incompatibilité des cultures, des langues ou des religions. Le racisme culturel, c'est quand on dit la culture africaine, alors qu'elle n'existe pas. La culture africaine n'a pas sa place en Allemagne, les Africains feraient mieux de décamper, s'il vous plaît. Premièrement, j'homogénéise un continent diversifié, puisqu'il n'y a pas une seule culture africaine. Et deuxièmement, j'affirme qu'un certain groupe de population ne pourrait jamais légitimement être allemand. Il n'a pas sa place ici en raison de la culture. La culture sert donc à dévaloriser des personnes. Et puis, nous faisons également la distinction entre le racisme primaire et secondaire ou l'expérience primaire ou secondaire du racisme. Expérience de racisme primaire, c'est comme quand moi, je suis au supermarché et qu'une autre personne utilise à mon encontre une insulte raciste. Et lorsque je raconte cette situation à des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience du racisme et qu'elles me disent « Oh, tu fais trop d'histoires, c'était pas si grave, calme-toi, tu vois du racisme partout parce que tu es chercheur en racisme. » Donc, lorsque des personnes ne partagent pas mon vécu, car elles ne sont pas confrontées au racisme et qu'elles essaient de me convaincre qu'il n'y a pas de racisme dans notre société, là, on parle d'expérience secondaire du racisme. Et tu viens de mentionner le débat sur le Stadtbild, l'image de la ville. Et on ne peut évidemment pas avoir cette conversation aujourd'hui sans parler de cette évolution dans les médias, dans les discours politiques, dans le discours général en Allemagne. Le fait qu'il soit possible que le chancelier fasse une telle déclaration et que la vie continue quand même. Il y a une petite tollée, oui, mais au fond, il n'y a pas vraiment perdu beaucoup de plumes. En tant que chercheur, as-tu le sentiment que le racisme redevient acceptable en société? Ou est-ce que c'est quelque chose que je perçois ainsi en tant que spectatrice ordinaire des médias et tu me dirais non, en fait, ça a toujours été comme ça? Les deux à la fois, je dirais. Nous disposons de chiffres probants, par exemple ceux de l'étude Mitte, un sondage représentatif auprès de la population, qui prouve que le racisme a augmenté ces dernières années. Nous pouvons le prouver sans équivoque. Mais en même temps, je peux aussi dire que en 2026, l'Allemagne est plus critique envers le racisme que jamais auparavant dans l'histoire de la République fédérale. Car ce que Friedrich Merz a dit avait déjà été dit dans les années 80 et 90 sans que cela ne provoque un tel tollé médiatique. Pour beaucoup de gens, il était tout à fait normal de penser que ceux qui ont l'air bizarres sont aussi plus criminels que, par exemple, ceux qui sont blancs et allemands. Donc cette opposition, cette sensibilité se sont accrues. Le chancelier a dû se justifier à plusieurs reprises
Mais bon, je ne pense pas que Friedrich Merz en ait tiré une leçon, car ce n'était pas son seul dérapage. Après, il s'est rendu au Brésil, il a fait honte à l'Allemagne sur la scène internationale en déclarant que nous étions bien heureux d'être de retour chez nous. Il a aussi été dans un salon du pain, il a rencontré un boulanger allemand à qui il a dit qu'il avait été en Afrique et qu'il n'avait pas pu trouver une seule miche de pain digne de ce nom en Afrique. Ce ne sont donc vraiment pas des dérapages isolés. Et je crois sincèrement que Friedrich Merz est resté mentalement ancré dans sa région natale traditionnelle des années 70. Ce n'est pas un chancelier capable d'agir de manière solidaire, pour une société d'immigration capable de poser des jalons pour l'avenir ou d'avoir des idées en ce sens. Et je ne pense pas non plus qu'il s'agisse de sa part d'un faux pas. Mais je crois vraiment que Friedrich Merz a un problème avec les personnes qui me ressemblent. Et puis, il y a aussi un débat sur le sexisme, si nous y revenons un instant. Le rôle que tout cela joue pour le racisme, pour le sexisme, lorsque Friedrich Merz dit « Quand je pose la question à mes filles, elles me répondent qu'elles ont peur des hommes qui ressemblent à Ferraiduni et non pas des hommes qui ressemblent à Friedrich Merz. » Cette déclaration a vraiment deux aspects de fonction différentes en termes de racisme et de sexisme. Pour le racisme, il s'agit de dire que les femmes allemandes blanches doivent avoir peur des hommes qui ressemblent à Ferraiduni, peu importe comment ils se comportent. Elles ont peur et c'est justifié. Et le deuxième point sur le sexisme, c'est que Friedrich Merz et tous les hommes qui ressemblent à Merz n'ont pas à se préoccuper du sexisme, ce n'est pas leur problème. Et c'est là que le bas blesse. Ça a en quelque sorte une fonction de déculpabilisation pour cette personne et pour moi, ça me force dans une position de justification. Je dois me justifier, montrer en permanence aux autres que je ne corresponds pas à leurs clichés. C'est donc très très difficile, très pénible. Autrement dit, certains partent de 0 et d'autres partent de moins 100. Quand on part de moins 100, il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour être considéré comme un homme valable. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi sur Tinder, il y a toute une série d'études qui le montrent aussi aux États-Unis, que les hommes perçus comme musulmans obtiennent moins de matchs sur Tinder. Non pas parce qu'ils ne sont pas beaux, mais parce que leur culture supposée est associée à des aspects plus négatifs que la culture de Friedrich. Et c'est justement ce qui est passionnant, à savoir qu'un concept vieux de plusieurs siècles nous accompagne encore au quotidien en 2026. Et tu viens de dire que d'un côté, tu vois que la sensibilité au sein de la société a grandi. C'est-à-dire qu'il y a eu un tollé, il y a eu des manifestations contre les débats sur l'image de la ville et d'autres propos de Friedrich Merz. Et en même temps, tu vois aussi que ça augmente, que c'est plus souvent dans le discours, que c'est plus normal dans le discours. Donc ce sont deux mouvements parallèles. Où est-ce que tu vois notre société aller en ce moment? Qu'est-ce que ça va devenir? Wo siehst du denn unsere Gesellschaft hinlaufen momentan? Was wird das werden? Es kommt drauf an, was wir daraus machen. Tout dépend de ce que nous en faisons. Je connais quelques personnes, y compris dans mon entourage proche, qui ont déjà un plan B. En dehors de l'Allemagne, ils sont en train de plier bagages. Mais je connais tout autant de personnes qui se disent c'est justement maintenant qu'il faut s'engager pour une société démocratique, car si beaucoup de gens engagés, ceux qui ont simplement envie de vivre en Allemagne et de préserver sa démocratie, donc si ces gens-là partent, eh bien, cela ne fera qu'accélérer tout le processus. Je ne porte pas de jugement sur cette décision. Je ne dis pas aux gens restez absolument ici s'ils ne trouvent pas de solution pour leur famille, pour que leur famille ait une vie heureuse. Alors oui, je comprends qu'ils veuillent partir, évidemment. Mais moi, en tout cas, je suis de ceux qui disent je reste ici. L'Allemagne est ma patrie. J'ai déjà perdu une patrie.
L'Iran, je l'ai perdu au profit des islamistes. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment très bien à la télévision, toutes ces personnes qui descendent dans la rue, non seulement car elles sont insatisfaites de la situation économique, mais aussi parce que la République islamique d'Iran est pour beaucoup de personnes misogynes, méprisantes envers les êtres humains. Et ces personnes ne veulent pas vivre dans un État comme celui-là. J'ai donc déjà perdu ma patrie. Mes parents ont fui avec mon frère et moi en Allemagne. C'était très difficile d'y construire une nouvelle vie. Je ne vais pas abandonner le terrain. Je n'ai pas de plan B, mais ce n'est même pas la question d'ailleurs. Je me suis battue pour obtenir cette chaire que je détiens à l'université. Je me sens bien ici, j'ai fondé une famille ici. L'Allemagne est ma patrie, j'y reste. Mais je peux aussi comprendre que des gens décident de partir. En fin de compte, mon travail quotidien m'offre de nombreux aspects positifs. J'ai vraiment la chance d'être chaque jour entourée de personnes très engagées, tant à l'université avec mes étudiants qui se destinent à l'enseignement de la science politique, que lors d'exposés, de conférences, d'ateliers destinés aux enseignants sur les thèmes de l'antisémitisme, du racisme, de la critique. Mais bien sûr, je suis moi-même confrontée au racisme. Ce n'est pas parce qu'on est professeur docteur qu'on n'est plus confronté au racisme. Je le suis toujours. Je vis donc aussi l'envers de la médaille, en quelque sorte. Mais malgré tout, je dis que c'est notre patrie et je veux rester ici, me battre pour que la situation s'améliore. Du point de vue de la recherche, est-ce que c'est possible une société non raciste ou non sexiste? Nicht rassistischen oder sexistischen Gesellschaft? Das glaube ich nicht. Ich Je glaube ne aber, crois dass wir pas. sensibel sein können. Mais je crois que nous devons faire preuve de sensibilité. Je ne pense pas que nous puissions atteindre un stade où nous pourrions nous dire « je ne suis plus raciste » ou « je ne suis plus sexiste ». Et encore moins d'ailleurs pour toute une société avec 83 millions de personnes, voire plus encore. Là, on ne peut en aucun cas affirmer cela. Je ne dirai jamais de moi-même que mes cours sont exempts de racisme ou de sexisme, même si je m'occupe du racisme à titre professionnel depuis 15 ans et que j'ai dû réfléchir à cette question depuis toujours, pour ainsi dire. Jamais je ne pourrais affirmer ceci, car je pense que si on le dit, alors il devient impossible de continuer à apprendre, car on se dit « j'ai atteint mon but, c'est bon », et on ne fait plus que stagner. C'est pourquoi on peut être sensible à la question, mais on continue toujours à apprendre, car le racisme évolue lui aussi. Par exemple, personne n'aurait pu prédire il y a 10 ans comment l'IA allait se développer et comment le racisme serait utilisé par l'IA pour exclure des personnes, par exemple. Donc le racisme évolue, tout comme la société qui change chaque jour. C'est pourquoi je ne pense pas que nous puissions un jour vivre dans une société exempte de racisme. Il s'agit plutôt d'être sensible au racisme et de savoir aussi se pardonner à soi-même. C'est peut-être la tâche la plus importante dans une société honnête envers elle-même, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, alors qu'ils doivent tout de même présenter des excuses sincères et éviter de réitérer toujours les mêmes erreurs, évidemment. Mais quand on ne parvient pas à pardonner aux autres, je pense que c'est lié à nous-mêmes, dans le sens où nous ne parvenons pas à nous pardonner nos propres erreurs. Donc il faut être bienveillant envers soi-même et les autres, et quand on remarque que les gens ont changé et veulent vraiment apprendre en tout cas, car si l'on vit dans une société où l'on ne pardonne ni à soi-même ni aux autres, alors c'est une façon très crispée d'aborder la vie. Et alors, on ne peut plus apprendre les uns des autres, on ne peut plus se soutenir les uns les autres. Si je devais couper les ponts avec toutes les personnes qui ont un jour fait une blague raciste, je n'aurais plus aucun ami, je crois. Et c'est pourquoi l'appel que je lance, et c'est vraiment une tâche de très longue haleine, pour moi aussi, c'est de ne pas être trop dur avec les autres, de ne pas être trop dur avec soi-même non plus, en tout cas quand on voit une courbe d'apprentissage. Je ne dis pas que ça s'applique à ton oncle qui utilise le mot en haine depuis 30 ans et qui continue de le dire parce qu'il en a envie. Parfois, il faut avoir des discussions sérieuses, voire rompre le contact si on le souhaite.
Peut-être une question très concrète encore. Tu es spécialiste des sciences de l'éducation. Tu viens de dire que tu travailles avec de jeunes personnes qui veulent devenir enseignants. Qu'est-ce qui devrait se passer dans notre système éducatif pour bien faire avancer ce processus, cette sensibilité par rapport au racisme et aussi au sexisme? Si une bonne fille arrivait en volant, se posait sur ton épaule et te disait « t'en veux pour le système éducatif », qu'est-ce qui devrait se passer? En matière de racisme, la formation des enseignants et enseignantes joue un rôle important. La formation des enseignantes est encadrée par une loi qui s'applique dans tous les Länder allemands et c'est cette loi que je voudrais changer. J'y ajouterais le racisme, le classisme, l'antisémitisme, l'homophobie pour que ces questions soient abordées dans la formation des enseignants. Je modifierais les manuels scolaires. Lorsqu'on aborde le racisme, je n'inclurai pas seulement l'extrémisme de droite mais aussi le racisme au quotidien. Et j'intégrerai cela dans les programmes scolaires, justement pour sensibiliser les élèves notamment. Et je pense que les principaux responsables pour que le racisme soit abordé à l'école sont les enseignants, car ils sont là de leur plein gré et ils sont rémunérés. 2 éléments que les élèves ne possèdent pas. C'est pourquoi les enseignants devraient mieux aborder la question du racisme. T'as peut-être un conseil très concret pour nous, pour toutes celles ou ceux qui écoutent ça maintenant et se disent « il y a beaucoup à faire et j'aimerais bien m'y mettre ». Quel serait un premier pas pour avoir un impact au sein de la société en ce qui concerne le travail antiraciste? Concentrez-vous d'abord sur vous-même avant de vouloir enseigner quoi que ce soit aux autres. Par exemple, posez-vous cette question. Qu'est-ce que le racisme m'a appris alors que je ne veux pas être raciste? Commencez-vous par vous-même et ne croyez pas que simplement parce que vous avez suivi un atelier sur le racisme, écouté un podcast de 30 minutes, vous êtes désormais des experts en la matière. Non, je me heurte régulièrement, moi aussi, à ma propre famille, alors que je suis un professionnel du sujet. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour vous pencher sur la question du racisme. Et je recommande d'ailleurs toujours les livres de Tupoka Oget, une chercheuse spécialisée dans le racisme. Les livres et les journaux d'apprentissage de Tupoka Oget ont l'avantage de ne pas comporter 10 millions de notes en bas de page. Ce ne sont pas des thèses, ce sont des livres accessibles qui ont vraiment, d'après moi, un impact. C'est par là que je commencerai. Tu viens d'évoquer les rangs. On a parlé du débat sur l'image de la ville, les Stadtbild. On pourrait aborder tellement de moments difficiles en ce moment à l'échelle mondiale, géopolitique. Nous traversons des temps vraiment difficiles et il n'est pas toujours facile de garder le courage. T'as dit que dans ton quotidien, tu as souvent des expériences très positives, que tu as entouré des personnes qui veulent agir. Mais ça n'est pas toujours le cas pour tout le monde et toi aussi, tu as probablement des jours où tu te dis, j'ai besoin d'un peu plus de motivation, j'ai besoin de quelque chose qui me soutient pour continuer. Quelle chanson est-ce que tu écoutes un jour comme ça? Welches Lied hörst du an einem solchen Tag? Non, il n'y a pas qu'une seule chanson. Il y en a plein. Quand je suis triste, j'écoute des chansons iraniennes. En ce moment, je suis très triste. J'écoute beaucoup de chansons iraniennes. Ma chanteuse préférée, c'est Haide, qui vient d'Iran. Bon, elle est malheureusement décédée. Mais sinon, j'écoute par exemple des chansons motivantes. Samy Deluxe a aussi écrit beaucoup de chansons très motivantes sur le racisme, dans lesquels il dit « je veux être un héros », puis il s'adresse à un garçon noir. Donc c'est très varié, toutes ces chansons que j'aime, mais elles sont très riches aussi. Je suis un fan de rap des années 90, je suis restée fidèle à cette époque, j'accroche malheureusement pas du tout au nouveau rap allemand. Non, j'écoute beaucoup de rap américain, allemand des années 90, ça me motive, mais j'écoute aussi du rock des années 80, plein de chansons différentes. Je ne peux pas citer une chanson qui me motiverait tout le temps. Je crois que c'est la combinaison qui marche. Alors, nomme-nous, s'il te plaît, une chanson de Haide, une chanson de Samy Deluxe et un rock. On a une playlist, elles doivent y être, et je ne peux pas répondre à ta place. Allez.
Alors, ma chanson préférée de Hyde, c'est... Bon, elle est vraiment très très triste, mais elle s'appelle Schöne Hayat. Et à la fin, dans le refrain, elle dit j'aime tes épaules pour y pleurer. Voilà, c'est cette chanson-là. Elle dure 11 minutes, elle est vraiment dingue. Et puis, Samy Deluxe. Alors, par exemple, c'était de Dynamite Deluxe, c'était son groupe dans les années 90. Il y a une chanson, ma préférée de ce groupe, qui s'appelle Pures Gift de Dynamite Deluxe. Et quoi d'autre? Une chanson rock, c'est ça? Une chanson rock, Driver's Seat de je ne sais plus qui. Mais Driver's Seat, c'est cette chanson, elle est vraiment très chouette, elle va de l'avant, elle fait beaucoup de bien. Je vais trouver ça et je vais l'ajouter à notre playlist pour que tout le monde, quand il traverse un moment difficile et ne sait plus comment avancer, puisse puiser un peu de ta motivation. Karim, je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci pour ton travail, merci pour tes réflexions et aussi pour les livres que tu as mentionnés. Je vais tout mettre en lien dans les show notes pour que nous puissions tous, j'espère, continuer à nous remettre en question et continuer à travailler, à ne pas abandonner, mais à faire avancer la société et à apprendre encore. Merci infiniment. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Les 3 chansons dont Karim a parlé, vous les retrouvez sur notre playlist. Tous les infos dans les show notes. Et si cette conversation vous a inspiré, partagez-la volontiers et suivez-nous pour le prochain épisode d'Almendra. À très bientôt.